Desjardins, par sa mission sociale, s'est toujours intéressé aux risques financiers associés à la vieillesse. Puis déjà, en 92, on avait été précurseur, on avait lancé une assurance viagère qui était bonifiée lorsque la personne était en perte d'autonomie. Fait que ça, on s'était dit, surtout qu'en 92, les taux d'intérêt, là, ça ne ressemblait pas à ce qu'on a maintenant. On parle des taux d'intérêt de 8-9 qui sont plus favorables généralement, bien qu'on a entendu aujourd'hui que la demande n'était pas sensible au prix. Les rentes viagères, selon André Langlois, qui est notre président, a vu une différence dans la demande d'une compagnie d'assurance lorsque les taux d'intérêt sont élevés versus s'ils sont bas. Puis, ce qui est drôle, c'est que c'est un peu le contraire de ce qui devrait arriver. Lorsque les taux d'intérêt sont bas, le risque d'investir son capital puis de trop en retirer est encore plus grand, le risque de longévité pour André. Fait qu'il dit c'est un peu le contraire. Pour se prémunir du risque de longévité, c'est lorsque les taux d'intérêt sont faibles que les gens devraient acheter des rentes, mais ce n'est pas ce qu'on voit. Évidemment, on a eu un succès très mitigé avec ce produit-là, mais c'est pas grave. En 2005, on a dit, là, on y va avec la vraie affaire. On lance une assurance soins longue durée. Pour le bénéfice de Martin, l'assurance soins longue durée au Canada, la façon que ça fonctionne, le produit, il ne reste plus beaucoup de produits, je vais en parler plus tard, mais il est très semblable d'une compagnie à l'autre. Il est basé sur les activités de la vie quotidienne, il y en a 6. S'habiller, se nourrir, se laver, se déplacer, maintenir la continence, utiliser les toilettes. Et il y a aussi le plus gros risque, présentement, en assurance soins longue durée, le plus gros risque n'est pas physique. Parce qu'on parle d'un risque qui va durer. Là, ce qui est physique, une personne est en perte d'autonomie physique, on parle de 2-3 ans. Le risque qui est le plus grand par les compagnies d'assurance, c'est la déficience cognitive qui, elle, peut durer très longtemps. Fait que la définition n'est pas basée sur l'utilisation du iPad. Mais ce qui est pas pire, c'est qu'avec Siri puis Google Home, là, écoutez, on avait un petit Google Home, puis j'avais prêté ça à mes parents, à mon père qui était utilisé notre chalet. Puis on lui avait expliqué un peu comment ça marche, puis là, ce qui est revenu, il a dit « Ah, pas le mot, je me suis chicané avec la fin de semaine. » Mais, OK. Mais normalement, avec ces outils-là, ça devrait aider parce qu'on va pouvoir dire « Texte à mon fils que je l'invite à souper, texte à ma fille que… » Bon, bref, on va être capable. Pourrais-tu, Google, OK, Google, peux-tu me lire les textos? Fait que vous n'aurez même plus besoin de vos doigts si vous faites de la retraite. Fait que ça règle. Mais les définitions, ce que je vous dis, c'est qu'il n'y a pas d'arbitraire. La mesure de déterminer si une personne est en perte d'autonomie ou pas, c'est une mesure qui est très standardisée, puis c'est à peu près la même chose qui est utilisée par les CLSC. Fait que les compagnies n'ont pas peur de ce risque-là, si vous voulez. Fait qu'on a lancé ce produit-là, puis bon an, mollant, on a fait toutes sortes d'améliorations à nos programmes de formation, nos activités promotionnelles pour la force de vente. Il y en avait tout le temps un qui avait une bonne idée, puis on essayait de faire l'idée qu'il nous disait. Mais on a eu un résultat de vente décevant, ce qui fait que cette année, au mois de juin, on a retiré le produit. J'ai entendu quelqu'un qui disait, bien, voir si, parce qu'il y a un réassureur qui se retire, Desjardins n'a pas les reins assez solides pour garder le produit. C'est exact. Desjardins avait les reins assez solides pour garder le produit. Sauf que, dans le cas d'une entreprise privée, tout est une question coût-bénéfice. Un produit d'assurance, il y en a qui disent « Ah, les compagnies d'assurance, c'est des voleurs, c'est des voleurs, c'est des voleurs. » Hein? Les consommateurs, il y en a qui disent ça. Savez-vous c'est quoi la marge bénéficiaire d'un produit d'assurance vie? On parle de 2 des primes. Lorsque vous achetez un auto, là, je vous le dis, le concessionnaire fait plus que 2 Okay? Je vous dis ça tout de suite. Là. Fait qu'en assurance, on parle de 2 Si vous voulez absorber des coûts de recherche et développement, parce lorsqu'on a un réassureur, ça va bien, parce que lui, le réassureur, tout ce qu'il fait, parce qu'il y a toutes sortes d'hypothèses de pricing d'un produit, dont la morbidité, puis il étudie toutes les tendances de morbidité au Canada, il compare avec d'autres pays, il vérifie si les exigences de tarification, de sélection des risques, parce qu'on a un test de dépistage cognitif, un exercice de mémoire, il est en ligne avec les dernières recherches pour vraiment faire le travail. Fait que lorsqu'on a un réassureur qui fait ça, bien, il dépense une couple de centaines de mille par année, puis nous autres, on est gras dur. Mais est-ce qu'une journée que le réassureur il se retire, ça veut dire qu'il faut mettre ces sommes-là pour un produit qui va chercher pas beaucoup de primes. On a aussi, en 2013, là, écoutez, on avait eu une idée de génie. On s'est dit, on va faire un produit hybride. On va combiner l'assurance vie puis soins longue durée. La façon que ça va fonctionner, ça va être simple. Le client, quand il va atteindre l'âge de 65 ans,
Si une journée, le jour où il se ramasse dans une situation où il a besoin de soins sur une base quotidienne, on va y verser une avance de 1 par mois de son montant d'assurance vie. Fait que s'il est assuré pour 250 000, à tous les mois qu'il est en perte d'autonomie, on va y verser 2 500, puis on va venir diminuer le montant d'assurance vie, puis on va mettre un petit quelque chose de le fun aussi. Si jamais il utilise 100 on garantit toujours 25 du montant d'assurance. Donc, dans mon exemple de 250 000, on va toujours verser un minimum de 62 500. On a fait des groupes de discussion avec nos conseillers. Tout le monde nous a dit c'est le produit de l'heure. En plus, on demande 8 à 10 des âges clés de plus qu'une assurance vie normale. Fait qu'on s'est dit ça va se vendre comme des petits pains chauds. Erreur. Puis ça ne s'est même pas vendu dans les âges que je pensais que ça se vendait. Fait que là, je vous le dis. Fait que là, après ça, les conseillers nous ont dit ah, c'est parce que vous ne l'avez pas fait sur le bon produit d'assurance vie. Vous auriez dû le faire sur celui-là. OK, parfait. André Langlois, notre président, j'ai dit pas de problème. Faites-le sur toutes. On n'a pas eu plus de ventes. Fait que, bref, c'est ce qui a fait que le produit était retiré. Puis, quelque chose qui est amusant dans l'industrie de l'assurance, lorsque vous annoncez que vous allez retirer un produit, vous l'annoncez d'avance parce que ça permet de faire une vente de feu. Mais, okay. Donc, c'est la dernière occasion de l'acheter. Fait qu'au mois de décembre, l'année passée, on avait dit à l'ensemble de notre force de vente, écoutez, là, profitez-en, là, au mois de juin, on le retire. Pour les 6 premiers mois de l'année, tout d'un coup, on en a vendu 3 fois plus que d'habitude. Si on avait eu ce volume de vente-là tout le temps, peut-être qu'on l'aurait gardé. OK? Mais tout d'un coup, parce que, oups, je ne pourrais plus, les conseillers ont regardé leur bloc d'affaires, puis donc, l'ont proposé à plein de clients. Maintenant, ce que je trouve, c'est que le sujet aujourd'hui, c'est un enjeu de société qui est majeur. Parce que lorsqu'on parle des soins de longue durée, la CAP a fait une étude, ça fait déjà quelques années, puis elle a évalué le coût du financement des soins longue durée pour les baby boomers. Vous l'avez vu, vous, cette analyse-là. Ils sont arrivés à l'estimation de 1100 milliards que ça va coûter pour les baby boomers. Puis le soutien de l'État, on parle qu'il est capable juste de répondre à la moitié de ce besoin. Après ça, bon, ben, la CAP, pas bon, ça. C'est juste une affaire pour vendre plus d'assurance. Ça représente toutes les compagnies d'assurance. C'est pas bon. On va aller voir KPMG, qu'est-ce qu'ils ont dit. Mais eux autres, ils ont publié une étude en 2013 qui s'appelle « An Uncertain Age, Reimaging Long-Term Care in the 21st Century ». Vous devriez voir qu'est-ce qu'ils disent. Tous les pays de l'OCDE sont tous un peu dans la merde avec ça. Parce qu'ils disent, c'est que le spectre d'une société vieillissante, elle plane sur l'économie de plusieurs pays. C'est un phénomène critique qui a le pouvoir d'engloutir les systèmes de soins de santé. Eux autres, ils recommandent des nouvelles approches. Après ça, on va sortir des soins longue durée, on va regarder une étude de l'Institut canadien des actuaires. Ils voulaient évaluer la viabilité du système de soins de santé. Okay. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'hypothèses dans les chiffres que je vais vous donner. Okay. Il y en a tellement que peut-être, si on faisait juste bouger une petite affaire, la croissance économique, ça viendrait tout changer les chiffres. Mais bon, ils ont fait une analyse, puis on dit, en 2012, les dépenses de santé, c'est 44 du budget des provinces, grosso modo. Puis ils ont fait une projection que, en tenant compte d'une inflation des soins de santé qui reste à peu près pareil, puis qui ont fait une croissance du revenu des gouvernements, puis ils arrivent, dans 25 ans, par rapport à 2012, ça donne 2037, 97 du budget. Hein? Pensez-vous que ça va se réaliser? On n'élira plus un premier ministre, ça va être un premier ministre de la Santé. Il ne va rester plus rien. Donc, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'on ne se rendra pas à 97 %. C'est que quelqu'un, à un moment donné, qui va avoir le courage de redéfinir c'est quoi qui est couvert puis qu'est-ce qui n'est pas couvert dans le système de soins de santé. Mais si vous entendez derrière ces élections, là, la dernière campagne électorale, on n'est pas là. Hein? Ça n'arrivera pas tout de suite, hein, redéfinir ce qui est couvert. Eux autres, ils parlent d'améliorer la couverture. C'est intéressant. Je ne sais pas comment ils vont financer ça. Maintenant, je vous ai parlé du marché canadien. Le marché canadien, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a toujours eu peu d'assureurs dans ce marché-là. On parle d'un maximum de 7, puis il y a eu le réassureur qui s'est retiré en 2017, fait que là, il en reste 3. Mais si vous voulez savoir le marché soins longue durée au Canada, on parle du marché de cette assurance-là. Écoute, on en a parlé pas mal plus qu'on a vendu. Parce que, juste pour vous faire juste un rapport, en assurance vie, en 2017, il s'est vendu 1,8 milliard d'assurance vie.
Savez-vous combien d'assurances soins longue durée s'est vendu? Je veux que n'importe quelqu'un lance un chiffre. 10? 6? C'est 10. Mais 10 sur 1 milliard 700 millions, vous rendez-vous compte que le focus est pas mal plus sur l'assurance vie. Puis dans les meilleures années, on parle de 6 000 contrats qui se sont vendus par année. Si on va regarder du côté des Américains, parce que des fois, les Américains, on peut apprendre d'eux, ils ont commencé il y a environ 20 ans. Puis les assureurs ont commencé à ressortir il y a 5-10 ans. Eux, ce qu'ils ont fait, ils ont fait une popée gaffe qui n'a pas été faite au Canada, par exemple. Eux, il y avait un vice de tarification sur leurs produits. Juste un peu pour faire un parallèle dans le marché canadien. Dans le marché canadien, l'assurance vie, présentement, c'est du bonbon. C'est pleinement garanti. Vous achetez un montant d'assurance, payez une prime, il n'y a aucun des deux morceaux qui bouge. Tout est garanti, blindé. Je ne suis pas sûre que ça va être ça encore dans 5 ans, mais pour le moment, c'est ça. L'assurance soins longue durée au Canada, le produit, il n'est pas garanti. Fait que ça, c'était au départ un frein parce que les conseillers sont habitués de travailler avec du solide. Aux États-Unis, non plus, l'assurance soins longue durée n'est pas garantie. Fait qu'ils peuvent changer la prime d'un client qui a acheté son produit l'année précédente, ce qui n'est pas le cas en assurance vie. Ils ont appliqué des moyennes d'augmentation qui varient entre 75 et 100 % de la prime. Fait que c'est sûr que ça a découragé les consommateurs. Puis les consommateurs, lorsqu'ils n'étaient pas contents, bien, ils appelaient qui, vous pensez, leur conseiller? OK? Fait que le conseiller n'a pas été très encouragé dans toute cette expérience-là. Fait que le marché, vraiment, a beaucoup piqué du nez. Puis même qu'il est arrivé quelque chose aux États-Unis, il y a une compagnie qui a fait faillite à cause de l'assurance sur longue durée. Elle s'appelle Penn Treaty. Elle avait un manque à gagner de 2 milliards. Juste ça. Fait que là, dans ce temps-là, aux États-Unis, comme au Canada, il y a un mécanisme, puis c'est les autres compagnies d'assurance qui prennent le risque. Mais là, les compagnies d'assurance, ils n'aiment pas bien ça, parce que le petit du milliard qui accaisse, bien, ça peut faire un effet domino. Une compagnie comme la MetLife, savez-vous comment qu'elle a de charges pour des réserves pour soins longue durée? Je vous donne une grosse compagnie américaine, mais on parle de 16 milliards. Fait que les compagnies d'assurance aux États-Unis, puis en plus, j'ai parlé avec le CFO de la MAFTEC, parce que j'ai fait un bac en actuariat, je suis en contact avec des gens qui sont dans les hautes sphères, et il me dit même que ça va augmenter. Fait que bref, le marché américain, ça fonctionne encore en assurance collective, mais très peu en assurance individuelle, c'est pratiquement mort.